Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. De quoi vas-tu nous parler, Mathieu? Je parlais du business model Canvas, qui est généralement quand une entreprise réfléchit à son positionnement stratégique, il peut l'utiliser justement au-delà du business plan, au-delà du pitch deck, au-delà de plein de choses qu'on entend parler. Et donc ça sert à dresser un état des lieux du modèle économique d'une entreprise. C'est un petit peu une cartographie, c'est un modèle d'affaires qui va décrire la manière dont l'entreprise, justement, peut proposer et créer de la valeur à différentes couches. Donc ça peut être utilisé lors de la phase de création d'une entreprise, mais aussi sur un lancement d'un nouveau projet type produit, par exemple. Et donc c'est un peu comme le jeu de loi, j'appelle ça, où il y a différentes cases et il va falloir remplir les cases. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que justement dans ce modèle, cette matrice, donc euh, c'est une démarche justement qui repose sur 9 points fondamentaux. D'ailleurs, ce qu'on découvre, c'est qu'au milieu, il y a la proposition de valeur, donc c'est un petit peu le diamant, la pépite de l'entreprise, c'est la valeur qu'on va apporter au client. Et d'un côté, il y a à droite la partie, on va dire, plus ce qui ramène de l'argent. Et d'autre côté, si on fait la grande ligne à l'opposé, on retrouve plutôt la structure de coût, donc tout ce qui va coûter. Mais on va voir justement que là-dedans, il y a différentes choses qui vont être détaillées. Euh, donc, c'est pas du tout un business plan, hein, à contrario de ce que les gens font dans un business plan qui est souvent une suite d'informations les unes en dessous des autres. Alors, les 9 éléments, justement, ou composantes, chaque élément va répondre à des critères spécifiques de manière pertinente et surtout synthétique. Alors, je vais les prendre un par un. Le premier, le segment client. À qui s'adresse le projet? Donc, en gros, c'est qui vont être les prescripteurs qui vont acheter les produits ou les services de l'entreprise. Donc, c'est d'identifier justement les clients, justement par rapport aux réponses que l'entreprise va leur proposer. Donc, ça peut être utile pour une segmentation après marketing, pour identifier justement le ou les types de clients. Si vous avez plusieurs DAS, domaines d'activité stratégique, vous pouvez le faire par DAS pour les séparer justement, comme comme c'est possible. Vous pouvez le faire sur l'entreprise au global ou le faire sur des segments spécifiques. La proposition de valeur, c'est quel est le projet et pourquoi. Donc, c'est comment l'entreprise va apporter de la valeur ajoutée dans son marché. Donc, ça doit être différenciante par rapport à celle des concurrents. Ça doit répondre à une problématique précise justement par rapport à la spécificité de ce qu'on va apporter. Donc, le fait d'étudier la proposition de valeur du projet et aussi les avantages concurrentiels, donc comment on va se positionner différemment de ce que fait la concurrence. Ça peut être une nouveauté, un prix, une performance, réduction des coûts. Dans une stratégie aussi en bleu, comment on va se distinguer des autres pour pouvoir justement être à ne pas faire comme tout le monde, trouver sa singularité, son différenciant, vous voyez, son unique. Ça peut être lié aussi à des produits sur le design, l'utilité. On voit que les Apple, les téléphones par exemple, l'Apple 17 est orienté plus téléphone à haute résolution. Donc c'est pour ça qu'ils ont justement un différenciant par rapport à d'autres concurrents aujourd'hui sur l'iPhone 17. Les activités clés ensuite. Euh, les activités, c'est un petit peu le cœur de métier de l'entreprise, donc le processus de production. Ce qui va apporter de la valeur, c'est comment on va produire justement cette valeur et la qualité du produit. Euh, c'est vrai, sur l'Apple 17, ils ont des usines complètement robotisées avec justement une qualité avec des points de contrôle à différents niveaux. Donc, c'est identifier les activités clés de l'entreprise en interne et justement comment on va pouvoir optimiser le processus. Les canaux de distribution,
Je suis toujours épaté de voir Amazon. Je clique pour acheter un produit, le lendemain matin, il arrive chez moi, alors que même à 22 heures, je l'ai commandé. Je me dis, mon Dieu, par quel chemin le produit a dû passer entre sa fabrication et arriver jusque chez moi. Même si la dernière ligne droite, finalement, reste euh, le livreur qui vient m'amener ma boîte chez moi, c'est un petit peu comme Deliveroo, le dernier maillon de la chaîne pour les restaurants. Sans eux, bah, il n'y aurait pas de livraison à domicile. Le restaurant va peut-être pas faire le travail alors que Deliveroo le fait. Donc, comment acheminer les produits aux clients, euh, les systèmes de SAV, justement, s'il y a des retours produits, Amazon, si j'ai un problème avec mon produit, je le renvoie dans un point relais et en fait, ils scannent le QR code et si je veux plus du produit, bah, une fois que le scan est fait, bah, je récupère le crédit de ma commande 2 jours plus tard. Donc, ils s'occupent après de rapatrier le produit. Donc, c'est tout ce qui concerne la commercialisation, la distribution et la logistique, finalement. Ensuite, la relation client. Donc, une relation avec des clients, c'est justement la façon dont on va rentrer en contact avec eux. Est-ce que c'est face à face, en ligne uniquement par Internet? Est-ce qu'il y a une communication pour améliorer l'expérience client avant la vente? Peut-être après aussi sur le suivi client, le SAV. Tout ce processus d'expérience qu'on a tous vécu quand on a un problème, par exemple, avec SFR et qu'on les rappelle et que la personne nous dit un storytelling préparé alors que nous on a un problème. Ça m'arrivait en étant à Bali, j'avais besoin de gigaoctets. Monsieur, bah, vous pouvez prendre les 30 gigas, mais après vous pouvez plus rien faire. Oui, mais j'ai besoin de gigas en plus. Bah, monsieur, il faut prendre juste l'abonnement que vous avez déjà pris et vous ne pouvez rien faire de plus. Il ne me solutionnait pas mon problème, vous voyez. Donc il n'y a pas d'expérience cliente très utile. Les ressources clés. Les ressources clés, bah, justement, ça peut être des machines. Un- des fonds financiers, des ressources humaines, des logiciels. Donc, c'est identifier justement comment l'entreprise peut fonctionner, enfin, faire une cartographie déjà de comment l'entreprise fonctionne si elle est déjà créée, et si on doit créer une entreprise, est-ce qu'il faut des développeurs logiciels, est-ce qu'il faut du matériel, des ordinateurs, des brevets, identifier aussi les ressources de marque peut-être, identifier les compétences spécifiques des personnes, c'est faire une cartographie au niveau des ressources matérielles, humaines immatériels comme les brevets, les marques. Donc faire tout ce travail d'analyse. Les partenaires. Une banque, par exemple, est un partenaire, mais moi je conseille d'avoir au moins deux banques, voire trois, quand on développe une activité pour justement avoir plusieurs partenaires stratégiques, notamment pour l'obtention de crédit, par exemple, ou de lignes de crédit ou d'avantages, de facilité de caisse, et de mettre différents flux justement qu'on peut identifier pour chacun de ces partenaires bancaires, mais aussi le comptable, l'expert fiscaliste peut-être, ou l'expert de la propriété intellectuelle, donc identifier tous les partenaires de l'écosystème, aussi peut-être les partenaires associés Melsion pour pour conseiller justement l'entreprise, donc bien les intégrer dans le business model comme une valeur du réseau Melsion qui va donner justement des conseils et orienter peut-être l'entreprise. Et identifier aussi tous les fournisseurs, ne pas rester sur un seul fournisseur pour avoir différents fournisseurs. Si on est dépendant d'un fournisseur, c'est pas très bon. Ne serait-ce que pour la négociation des prix ou ne serait-ce que pour la livraison, si certains produits peuvent être manquants, est-ce qu'on peut passer par un autre fournisseur si on a besoin de pièces? Ensuite, bah, l'argent hein, qui rentre. Il y a l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Donc le flux, bah, identifier les flux de revenus. Donc comment est-ce qu'on va être payé? Est-ce que c'est un one-shot? Est-ce que c'est du récurrent? Revenu résiduel récurrent, MMR. Euh, Est-ce que c'est des abonnements? Est-ce que c'est des forfaits? Par exemple, Netflix, tous les mois, il y a une étude qui prouve que les Français ont à peu près 4 abonnements entre Netflix, Amazon Prime, Disney ou autres, et qui l'utilisent qu'à 30%, alors que les opérateurs de streaming, finalement, récupèrent 100% de la somme. C'est comme dans les salles de sport, les abonnements, très peu de gens y vont, finalement, mais il y a quand même du récurrent. Donc, est-ce que c'est mieux d'avoir du récurrent tous les mois ou d'avoir un seul paiement par an? Vous voyez? Ça peut être aussi discrétionnaire, hein, à la mention. Identifier justement le prix de vente. Donc, c'est essayer d'identifier justement comment l'entreprise va gagner de l'argent avec son produit ou son projet. La structure de coût. Donc là, c'est ce qu'on va dépenser de l'autre côté. Donc, les lieux d'exploitation, les locaux, les machines, des investissements aussi
en matériel, la partie, ce qu'il y a des achats de produits qui vont être nécessaires pour transformer des produits. Par exemple, un restaurant, il va acheter des produits qu'il va transformer pour après créer de la valeur. Donc, tout ce qui concerne aussi les sous-traitants. Et puis après, justement, ça va permettre d'identifier cette structure de coût d'un côté. Qu'est-ce qu'on peut créer comme valeur grâce à ce qu'on va produire ensuite? Alors, les avantages de ce business model, finalement, si on a si on a une vue synthétique de la chose, bah, ça va déjà donner la proposition de valeur, qu'est-ce qu'on apporte au client, la segmentation clientèle ciblée, le financement de l'entreprise et aussi identifier les structures de coûts. Donc, ça va permettre de mieux valider le modèle économique dans sa globalité, d'avoir une vue à plat. Alors, ce que je vous offre, c'est un modèle que vous pouvez télécharger. Je mettrai le lien dans la présentation sous la vidéo sur YouTube. Et je vous ai même préparé les questions que vous allez pouvoir vous poser pour des- chacune des cases. Donc, le plus simple, c'est de remplir toutes les réponses dans chaque case. Et donc, par exemple, vous voyez, au milieu, la proposition de valeur. Pourquoi les clients achètent-ils chez vous? Quelle valeur apportons-nous aux clients? Lequel des problèmes de nos clients aidons-nous à résoudre? À quels besoins des clients répondons-nous? Et donc, si vous complétez chacune des cases, ça va vous aider à finalement mettre chacune des informations au bon endroit pour justement commencer à cartographier. Et après, on peut faire une analyse, alors avec de l'IA ou pas, en fonction de chacune des réponses pour aider à faire la proposition de valeur et puis chacune des autres cases au fur et à mesure. Je ne sais pas s'il y a des questions. On peut réactiver vos micros si vous le souhaitez. Non, c'est clair. Bonjour Génie. Salut. L'idée, c'est que cette, euh, ce business model puisse progressivement, il est toujours améliorable hein, au fur et à mesure du temps, donc n'hésitez pas à le refaire régulièrement pour voir s'il y a des nouveaux produits que vous mettez en place, des nouveaux services. Et est-ce que ça a des impacts, le fait d'avoir des nouveaux DAS peut-être? Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les autres éléments? C'est ça qu'il faut identifier par exemple. Ou s'il y a des changements de fournisseur, quel impact ça va avoir sur les autres éléments? Si on commercialise par exemple en physique et qu'après on veut passer en e-commerce, eh bien, quel impact ça peut avoir également? C'est ça l'intérêt en fait du business model. Moi, je suis un grand fan hein, du Business Model Canvas, euh, essentiellement parce que ça nous force à réfléchir en écosystème. C'est-à-dire que là, on va vraiment se poser la question de tous les gens qui sont autour de nous, de leurs intérêts, de leurs besoins, et c'est le bon moment et le bon outil pour réussir à adapter notre proposition pour qu'elle colle encore mieux aux partenaires, qu'elle colle encore mieux aux clients, qu'elle colle mieux aux canaux de distribution, etc. Donc j'aime beaucoup hein, la façon de mettre devant les yeux l'ensemble des éléments du sujet. Merci beaucoup. Merci Mathieu. C'est Il y avait une question de Frédéric dans le chat. mm, mm. Alors, astucieux, je ne pensais pas à l'utiliser pour des projets, donc plus souvent, un Canva par segment de clients. Eh ben, ce que je disais tout à l'heure, on peut faire ça par projet et donc justement identifier peut-être s'il y a différents projets dans différentes offres de services ou de produits et se reposer à chaque fois la question de l'identification. Après, la partie client, si on la positionne justement avec différents types de clients par segmentation, il faut faire attention à pas aller non plus sur la segmentation marketing uniquement par client, mais identifier les impacts que ça peut avoir sur la structure de coût. Par exemple, de passer d'un produit physique vers un produit e-commerce, il va peut-être falloir avoir une boutique e-commerce qui va sûrement coûter les frais de mise en place, mais aussi la maintenance, la mise à jour du site web, toutes ces choses qui vont impacter justement la structure de coût.
Par contre, le fait d'avoir une boutique e-commerce sur la structure de revenus, ça peut permettre de passer par un paiement physique, par un paiement digital au lieu d'avoir quelqu'un qui est présent dans un magasin qui coûte de l'argent. Donc, si on passe en 100% digital, la structure de coût va baisser de par les personnes qui vont peut-être ne plus être à un poste d'accueil et on va passer sur du e-commerce ou réduire le temps, vous voyez. Donc, c'est ça qui est intéressant. Combien de temps consacrer à un canvas, nous pose la question de Frédéric. Le niveau de détail, en fait, plus vous fournissez d'informations dans l'outil, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'après, avec des outils d'IA d'analyse, on peut justement lui donner les réponses du modèle. Plus on détaille cela, plus on documente. Moi, j'ai fait des versions pour des clients avec des 1 à 2 pages par case. On les met les uns en dessous des autres dans le chat GPT pour faire l'analyse après. Et donc, plus il a d'informations qu'on lui détaille, plus on peut avoir des réponses précises. Je, je pense que c'est surtout un travail d'analyse. Après, on peut arriver justement, donc Frédéric pose la question des cartes heuristiques. Je pense qu'il vaut mieux travailler à plat dans un document Word, les faire les uns en dessous des autres, avec chacune des parties et les détailler. Et après, ensuite, une fois qu'on a mis le plus de détails, on peut arriver à cartographier les éléments et après faire ressortir les éléments pertinents pour chacun des points de façon synthétique dans un second temps. Après, on peut l'afficher en format mind map. Là, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on voit la partie finalement dépense et l'autre côté, la partie création de valeur et au milieu, la proposition de valeur. Donc, c'est ça qui est intéressant en fait entre les deux, c'est d'arriver à identifier ici tout ce que ça coûte, tout ce qu'on peut gagner et par quel mécanisme et au milieu, la proposition de valeur adaptée à ça. On peut faire aussi le jeu de se dire, voilà, on enlève une des cases et on cherche à identifier à partir des autres éléments avec des outils d'IA, qu'est-ce qu'on pourra avoir comme élément le plus pertinent à partir des autres éléments, vous voyez? Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice. On enlève une des cases en proposant à de l'IA de lui fournir quelles seraient les meilleures possibilités par rapport à ce que j'ai déjà comme information dans les 8 autres cases et donne-moi le résultat pour ces cases spécifiquement. Pour moi, c'est pas un... Frédéric pose la question, j'hésitais à le systématiser parce que je craignais que ce soit un énième gadget. Pour moi, c'est un outil que j'ai utilisé quand j'avais créé plusieurs sociétés et ça m'aidait à clarifier en fait avant de partir sur la formalisation même d'un business plan. Ça permet de faire un état des lieux et de mettre les choses à plat, à mon sens, et surtout de se poser déjà toutes les bonnes questions avant de commencer à partir tête bêche dans un projet où on peut oublier des éléments et se dire après, ah, j'avais pas prévu ceci ou cela parce qu'il me manquait telle ou telle information en fait. Alors, on l'utilise beaucoup dans les Startup Week et les moments donc, où on doit faire travailler ensemble des gens qui se connaissent mal et qui doivent travailler collectivement sur un projet. Donc, je pense que c'est aussi la valeur de l'outil qui est de permettre aux collaborateurs de travailler sur le sujet et d'acquérir une vision 360. Donc, je trouve que ça fait partie de ces outils qui ont pour avantage de permettre aux, aux collaborateurs d'étendre leur conscience, la conscience de leur rôle, la conscience de leur existence dans l'entreprise. Donc voilà, une raison de plus pour apprécier ces outils. Alors, La- je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je pense qu'effectivement, comme dit Jean-Christophe, ça peut se faire un travail d'intelligence collective à plusieurs, où chacun fait des petits post-it un peu partout sur chacune des cases, et puis après on rassemble toutes les informations ouais. pour pouvoir après aller un peu plus loin justement sur voilà le, le... Bah, ça peut aussi aider à travailler sur les valeurs d'une entreprise pour Mhm. arriver à essayer d'identifier voilà sur des choses qu'on aurait parce qu'en fait chacun dans l'entreprise a sa vision systémique et donc on peut arriver à mieux avoir une vision globale si chacun remonte toutes les informations finalement Ouais, pour ça chacun des aide, points. ça aide aux convergences.